Les véhicules aériens sans pilote font partie intégrante de la guerre dans le monde entier depuis des décennies. Que ce soit pour des missions de combat ou de surveillance, même certaines forces armées moins développées les utilisent. Les forces avancées testent désormais des porte-avions uniquement dédiés à cette technologie de guerre. Le fait est que, même si les drones sont un cauchemar devenu réalité, les porte-drones en sont encore à la phase expérimentale. Comme des adolescents, aucun ne sait vraiment qui il est, son but ou ce que l'avenir réserve. Une chose que nous savons tous sur les porte-drones, cependant, c'est que leur nombre augmente et qu'ils sont sur le point de révolutionner la guerre navale à jamais. Les porte-drones existent déjà, en quelque sorte. Lancer des drones depuis un porte-avions n'est pas une idée révolutionnaire. En juillet 2013, un système aérien de combat sans pilote, X-47B, développé par Northrop Grumman, a réussi à atterrir sur l'USS George H.W. Bush lors d'essais, réalisant ainsi le tout premier appontage entièrement autonome de l'histoire. Le VBAT, développé par Shield IA, a été créé spécifiquement pour effectuer des livraisons de fret sans pilote en mer. Il a déjà décollé et atterri sur des porte-avions des centaines de fois. Les États-Unis développent aussi un drone d'attaque unidirectionnel, LUCA, conçu pour décoller de navires. Tous ces drones utilisent des porte-avions traditionnels ou, pour LUCA, un navire de combat littoral comme plateforme de lancement. Mais ces navires n'ont été utilisés que pendant les phases de test et dans des cas spécifiques, lorsque le lancement des drones embarqués n'entravait pas les opérations du navire. Alors que certains pays sont désormais pleinement engagés dans le développement d'une doctrine de combat axée sur les drones, ce qui impliquerait des porte-avions dédiés uniquement aux drones. Il est clair qu'utiliser un porte-avions traditionnel serait non seulement difficile, mais aussi une utilisation sous-optimale de ses capacités navales. La plupart des drones sont bien plus petits que les avions embarqués conventionnels, et utiliser un porte-avions comme vaisseau-mère serait un gaspillage de ressources. Sans parler du fait que certains drones sont incapables d'atterrir sur un porte-avions malgré la taille du pont du navire, en raison de leur absence de capacité VTOL. Les concepteurs et ingénieurs de porte-drones doivent aussi surmonter la difficulté de l'atterrissage sur le pont d'un porte-avions. Faire atterrir en sécurité un avion adapté au porte-avions sur un pont naval en mouvement, qui ne fait qu'environ 20% d'une piste classique, est l'une des procédures les plus difficiles de l'aviation. Avec un drone, c'est encore plus difficile, car il doit agir de façon autonome, sans intervention de l'opérateur à la dernière seconde. Pour permettre aux superpuissances militaires de créer des porte-drones redoutables, les ingénieurs conçoivent à la fois des porte-avions adaptés et des drones spécialisés pour décoller et atterrir en mer. Et voici comment ils s'y prennent. TCG Anadolu de la Turquie. La Turquie est l'un des principaux développeurs mondiaux de drones militaires. Le pays détient en fait 65% du marché mondial des drones fermement sous son contrôle. Et elle a récemment mis en service le tout premier porte-avions du pays, le TCG Anadolu. On ignorait lors du développement de l'Anadolu qu'il deviendrait pionnier dans la symbiose entre drones et porte-avions, et cela fut totalement involontaire. L'Anadolu était à l'origine prévu pour accueillir des F-35 Lightning II à décollage et atterrissage vertical. Toutefois, à cause de la politique, les États-Unis bloquent actuellement l'achat des F-35 par la Turquie. La Turquie, contrainte d'improviser pour trouver un appareil à lancer depuis l'Anadolu, a adapté 2 de ses drones au porte-avions. Cette décision a été prise en 2020 à un moment où l'Anadolu avait déjà été lancé. Les ingénieurs ont donc dû équiper un nouveau navire d'une technologie inédite, le transformant en plateforme flottante pour drones, illustrant une belle improvisation. Les nouveaux ajouts incluaient des stations de contrôle de drones avec terminaux satellites pour des connexions longue distance, ce qui n'était pas requis avec les F-35 prévus initialement. Une refonte totale du système de lancement et d'atterrissage était aussi requise, car le navire avait été conçu pour les capacités de décollage vertical du F-35, et les 2 drones qui devaient être utilisés avec l'Anadolu, le TB3 et le Kizil-Elma de Bayraktar, ne pouvaient tout ni décoller ni atterrir verticalement ou sur une piste courte. Un système de rouleau a été installé pour lancer les drones, et un dispositif d'arrêt mis en place pour les ralentir à l'atterrissage. Selon Haluk Bayraktar, le PDG de Baykar, l'entreprise qui produit les drones Bayraktar, l'atterrissage est le plus gros problème avec les drones, pas le décollage. Contrairement aux F-35, les drones subissent de forts chocs à l'atterrissage. Et transformer l'Anadolu en porte-drone a nécessité non seulement des travaux sur le navire lui-même, mais aussi le développement de nouveaux drones, qui étaient spécifiques à ce navire. L'un de ces 2 drones est le Bayraktar TB3. En novembre 2024, il a décollé de l'Anadolu et y a atterri de nouveau, devenant ainsi le premier drone à voilure fixe de cette taille au monde. Décoller et atterrir en mer sans utiliser le dispositif d'arrêt,
même s'il est disponible sur le navire. Une leçon tirée du développement du TB3 qui a été conçu dans l'intention de décoller et d'atterrir sur le pont d'un porte-avions est à quel point les ailes repliables sont importantes. Le TB2, qui est un drone plus petit à tout point de vue, ne peut pas être stocké à bord de l'Anadolu car il prend trop de place avec ses ailes fixes. Mais le TB3, qui est plus grand, s'adapte mieux grâce à sa capacité à se replier. Avec le succès de ce test, les ingénieurs turcs étaient vraiment ravis de poursuivre le développement d'un autre drone embarqué, le Bayraktar Kizil Elma. Ce drone n'est pas seulement conçu pour les porte-avions, c'est un modèle spécifique à l'Anadolu, capable de décoller, de voler et d'atterrir à nouveau sur le navire de façon totalement autonome. Avec l'opérateur qui se contente principalement de pointer et de cliquer, sans avoir besoin de le gérer dans les moindres détails. La pomme rouge, c'est ce que signifie Kizil Elma, est également l'un des premiers drones de combat au monde à disposer de capacités au-delà de la portée visuelle, ainsi que le tout premier drone de combat capable de voler en formation sans intervention de l'opérateur, en s'appuyant uniquement sur l'intelligence artificielle. Pour l'instant, l'Anadolu n'accueille pas ces drones. Le TB3 vient de finir ses tests de prototype et va seulement entrer en production, ce qui prendra du temps. Il manque encore des drones pour remplir les hangars de l'Anadolu, et le Kizil Elma n'a pas fini ses tests. Que se passera-t-il si les États-Unis autorisent la vente du F-35 à la Turquie ? Le pays va-t-il encore revenir sur sa décision et refaire de l'Anadolu un porte-avions conventionnel, causant un contre-coup cognitif chez les ingénieurs ? Nul ne le sait. Même si c'est un bon début dans le développement par la Turquie d'un porte-drone, l'Anadolu est encore loin d'être dédié à cet usage. Ce que l'on peut constater dans ce cas, c'est que n'importe quel porte-avions peut être utilisé comme porte-drone. Si les drones sont conçus pour s'adapter à un navire spécifique, et si ce navire subit des modifications importantes pour s'adapter aux limites de la conception des drones. Ce que nous voyons avec d'autres navires, cependant, ce sont des bâtiments conçus pour déployer de nombreux types de drones différents, et l'un de ces navires est le Dom João II du Portugal. Le porte-drone multifonctionnel, dont le départ est prévu fin 2026, deviendra le navire amiral de la force navale portugaise, ainsi que le premier porte-drone dédié d'Europe, conçu pour lancer des drones aériens, de surface et sous-marins. Il est particulièrement intéressant de le comparer à l'Anadolu, car on peut observer les différences entre un porte-drone dédié et un porte-avions utilisé comme porte-drone. L'Anadolu fait plus de 2 fois la longueur du João, avec 232 mètres, soit 761 pieds contre les 107 mètres ou 353 pieds du pont du João. Le navire portugais a donc un pont d'envol de seulement 94 mètres, mais une piste plus longue n'est pas toujours indispensable. Bien que les drones puissent décoller et atterrir sur de courtes distances, le João sera aussi équipé d'une catapulte pour leur lancement. Alors que l'Anadolu possède un tremplin, le João est un navire modulaire qui peut changer de profil de mission en échangeant des systèmes et des équipements, combinant les capacités d'un dock de débarquement conventionnel avec celles d'un navire-mer pour système sans pilote. Le navire de 7000 tonnes sera capable de lancer les plus grands drones dont le pays dispose. Cela inclut le UA Vision Nagasa OGS-42, qui est un drone de reconnaissance que João pourra déployer aussi bien en configuration VTOL qu'en configuration STOL. Contrairement à la Turquie, le Portugal ne prévoit pas d'utiliser de drones armés avec son porte-drone, du moins pour le moment. Mais il s'agit ici d'une plateforme hautement adaptable. Donc il n'est pas exclu que nous voyions un drone de combat déployé depuis ce navire à l'avenir. En revanche, le navire est davantage orienté vers les navires de combat sans équipage. Le Portugal développe activement plusieurs navires, dont des navires de recherche hydrographique, des navires autonomes armés rapides et des patrouilleurs océaniques autonomes. Tous seront déployés et récupérés par le porte-drone. Le Portugal a également développé des drones sous-marins sans pilote, comme la série de drones Sicon, qui peuvent être utilisés pour la guerre des mines, la recherche et le sauvetage, ainsi que pour des missions de renseignement, de surveillance et de reconnaissance. La configuration de ce navire implique qu'il s'agit d'un porte-drone dédié, mais pas d'un navire de combat dédié. Il s'agit plutôt d'une plateforme reconfigurable qui peut être utilisée selon les besoins de la marine portugaise en temps de conflit. Elle peut servir à la reconnaissance et à la guerre, mais elle est surtout utile pour le contrôle naval et le renseignement, pas pour le combat actif. C'est en fait la seule raison pour laquelle elle a été créée. L'espace maritime du Portugal s'étend sur 4 millions de km², faisant de lui le plus grand état côtier de l'UE, avec une zone économique exclusive 18 fois supérieure à son territoire continental. Cela représente donc beaucoup d'espace à surveiller. Et, soit dit en passant, les navires russes ont été particulièrement actifs dans cette zone ces dernières années. La marine portugaise a suivi 143 navires le long des côtes du pays entre 2022 et 2024. En 2025, la situation a empiré avec 8 navires entrant dans les eaux portugaises. Cela incluait au moins un sous-marin à missiles longue portée et un navire espion russe pouvant détruire des câbles sous-marins.
Cela a naturellement fait craindre qu'un incident de coupure de câble, comme entre la Finlande et l'Estonie, survienne à l'autre bout du continent. Surveiller d'éventuelles violations des eaux portugaises sera la mission principale du João. Le navire peut déployer et contrôler des drones aériens, de surface et sous-marins, poser des mines et attaquer des navires ennemis avec ces drones de surface. Cependant, il faut préciser que ces drones, comme le patrouilleur océanique sans équipage, sont encore en cours de développement et il est peu probable qu'ils soient très puissants. Le porte-avions peut accueillir 42 spécialistes des drones, en plus de ses 48 membres d'équipage, et héberger jusqu'à 300 personnes en cas d'urgence, car tous les drones doivent être contrôlés par quelqu'un. Avec cette configuration, le João aura une autonomie d'environ 10 000 milles nautiques et une endurance de 45 jours, ce qui peut le rendre idéal pour des missions expéditionnaires de longue durée, loin de chez lui. La mobilité est essentielle ici, cependant, car le porte-avions peut être utilisé pour un large éventail de services. Outre les véhicules télécommandés ou autonomes, le navire dispose d'installations médicales, de laboratoires, de chambres hyperbares et de zones de stockage, le rendant précieux pour la recherche scientifique, l'aide humanitaire et surtout les missions de recherche et de sauvetage. Des hélicoptères non autonomes, pilotés par des pilotes à bord, seront également stationnés sur le navire. Les drones de reconnaissance, véritables yeux du centre d'opération, sont précieux, surtout en mission de recherche et sauvetage. Les hélicoptères sont essentiels pour les évacuations, et le pont d'envol accueillera des hélicoptères légers à lourds, comme l'Augusta Westland AW101 Merlin. C'est pour cet objectif précis. En somme, le Portugal introduira cette année dans sa marine le premier porte-drone dédié d'Europe. Même s'il n'est peut-être pas aussi performant au combat que prévu, cela reste un grand progrès pour ces deux technologies et pourrait s'avérer inestimable lors d'opérations non combattantes. L'Iran, avec son Iris Shahid Bahman Bagheri, est un autre pays qui fait de grands progrès dans le domaine des porte-drones, notamment avec son porte-drone Shahid Bagheri. Le navire, un porte-conteneur converti nommé Peririn, a reçu un pont d'envol incliné ajouté par les constructeurs navals iraniens. Doté d'un tremplin et de systèmes de transport de drones, c'est le premier porte-drone dédié du pays. On pourrait aussi le qualifier de navire fantôme, vu le tumulte causé en 2024 quand Twitter a cru qu'il lançait des drones lors d'une attaque contre le New Jersey. Fidèle à la tradition américaine, cette rumeur a injustement gagné en crédibilité. Jeff Van Drew, membre de la commission judiciaire de la Chambre des représentants, a aussi affirmé que l'Iran utilisait un navire-mère de drones au large du New Jersey. Le département de la Défense a démenti ces allégations. Et des images ont été publiées plus tard le même jour, montrant que le navire n'était en fait pas si loin des côtes iraniennes, étant encore en phase d'essai en mer. Apparemment, voilà bien les médias américains. Les médias iraniens ne sont guère meilleurs. Il faut en tenir compte en évoquant ce navire. Tout ce qui est dit doit être pris avec beaucoup de recul, car il n'y a aucun moyen de vérifier quoi que ce soit. Toutes les informations sur ce navire ou d'autres technologies iraniennes proviennent de sources ouvertes ou des médias iraniens qui exagèrent sciemment beaucoup de choses. Shahid Bagheri est conçu pour accueillir des drones et des hélicoptères, et en termes de polyvalence pure des drones, c'est le porte-drone le plus développé que nous ayons vu jusqu'à présent. Il opère des hélicoptères Bell 206 et Mi 171 en plus des drones Ababil 3N, JAS 131 et Oma VTOL, ainsi qu'un seul Mohajer 6 ou un seul drone Gaza. L'Ababil est un modèle ancien. La version Ababil 3N, une version navalisée, dispose d'une nouvelle cellule offrant plus d'endurance. Le drone, fabriqué en matériaux composites, est très économique et principalement utilisé pour la surveillance. Le JAS 131 est bien plus impressionnant. C'est un drone furtif très performant qui est peut-être plus connu sous le nom de KR-313, initialement destiné à être un chasseur piloté, il a été transformé en véhicule aérien sans pilote. Selon de nombreux ingénieurs aéronautiques réputés, il s'agirait probablement d'un drone médiocre, trop petit pour être un avion de combat, et nul ne connaît vraiment son but. Shahid Bagheri présentera apparemment aussi le drone Oma VTOL. C'est un peu exagéré car la capacité VTOL n'est pas nécessaire pour qu'un drone puisse décoller et atterrir sur ce navire, puisque la piste du navire mesure 181 mètres, soit 590 pieds de long. Oma est un drone de reconnaissance nocturne aussi adapté à la guerre électronique. Toutefois, il reste peu d'informations puisqu'il est toujours en phase de test. Aucun de ces drones ne va faire trembler de peur un adversaire militaire, mais deux d'entre eux posent donc des problèmes potentiels. Avec sa très longue piste, le porte-drone de l'Iran est capable de lancer le Mohajer 6 mentionné précédemment, ainsi que le nouveau drone super lourd Gaza. Le Mohajer 6 est un drone polyvalent, capable de transporter 4 missiles guidés ou bombes.
Avec une portée d'environ 500 km et 12 heures d'endurance, ce n'est pas très impressionnant, mais cela signifie que l'Iran peut techniquement lancer un drone de combat depuis un de ses navires. Ce qui est inquiétant, c'est la possibilité de lancer le drone Gaza. Gaza, officiellement connu sous le nom de Shahed 149, est un drone de combat sans pilote dont la production a commencé en 2022. Officiellement, seuls 3 ont été fabriqués, mais il est peu probable que ce soit vrai, car c'est ce que l'Iran veut faire croire. C'est de loin le drone longue portée le plus avancé jamais conçu par l'Iran, similaire en rôle et en apparence à l'emblématique MQ-9 Reaper. Il affiche une portée de combat supposée de 1600 miles, soit 2500 km, avec un plafond opérationnel de 11 km ou 35 000 pieds. Il peut aussi rester sur zone 24 heures et est très bien armé, avec 13 points d'emport pour bombes. En dehors de son rôle de combat, il est remarquablement bien équipé pour la reconnaissance, du moins selon les standards iraniens, avec une caméra thermique et un système de détection d'avions furtifs, entre autres fonctionnalités. Un point souvent ignoré par les médias iraniens, bien que de nombreux experts l'aient noté, c'est que l'envergure du drone Gaza et du Mohajer 6 rend leur utilisation sur le nouveau porte-drones iranien difficile, pas impossible, mais la récupération du drone est certainement un défi, et l'Iran n'a pas encore démontré si ces brins d'arrêt fonctionnent réellement. Cela dit, des sources iraniennes affirment que le porte-drone est capable de déployer et de contrôler 60 drones, tous ces hélicoptères et tous ces systèmes de défense aérienne en même temps. Des médias d'État montrent aussi l'usage de câbles d'arrêt pour faciliter l'appontage. Ce serait une solution pertinente pour tous les drones, surtout les plus lourds. Hormis les drones et les hélicoptères, le Shahed Bagheri dispose d'un canon automatique de 30 mm pour la défense rapprochée, de missiles anti-navires et anti-aériens. Il peut aussi déployer jusqu'à 30 petits bateaux et vedettes rapides, certains armés de missiles. Les responsables iraniens ont aussi vanté une autonomie de 22 000 miles nautiques, une endurance d'1 an en mer et la présence d'un hôpital à bord. Et un terrain de football ou de soccer pour les Américains. Parce qu'apparemment, avoir un terrain de football, c'est ce qui fait vraiment la différence pour un porte-drone, pas la capacité, vous savez, à transporter des drones. Plus sérieusement, il est très probable que le Shahed Bagheri soit un porte-drone, mais seulement sur le papier. Nous avons abordé ce sujet dans la vidéo dédiée à ce porte-drone, à regarder pour une analyse détaillée. Mais le Shahed Bagheri n'a pas encore démontré sa capacité à déployer et récupérer des drones. Il peut probablement le faire avec des drones plus petits, comme l'Ababil 3M, mais il est difficile de croire qu'il puisse déployer et récupérer le Mohajer 6 ou le drone Gaza, vu leur grande taille et envergure. La menace pour les adversaires de l'Iran pourrait venir des drones à usage unique comme le Shahed 136, un drone kamikaze puissant, pouvant être lancé depuis le pont du navire. Et puisque l'Iran a démontré qu'il pouvait produire ce drone en grand nombre, la possibilité qu'un essaim de ces drones soit lancé paraît bien plus réaliste. Cependant, le nombre de drones que le porte-drone peut accueillir et gérer efficacement au combat reste une question sans réponse. À plus grande échelle, l'Iran manque de défense anti-aérienne et de navires d'escorte pour protéger le Shahed Bagheri, limitant ainsi son potentiel de combat. Malgré les exagérations évidentes autour du Shahed Bagheri, souvent relayées par les médias d'État, les adversaires ne doivent pas sous-estimer la possibilité que l'Iran ait un atout caché. L'Iran est la seule puissance militaire dont la force de combat repose principalement sur des drones. Il est également plus que probable que le pays possède, ou du moins est en train de développer, un drone dont nous n'avons pas parlé parce que, franchement, nous ne le connaissons pas. Il existe un drone récupérable et capable de combattre qui peut être utilisé efficacement à bord du Shahed Bagheri. En conclusion, ce porte-drone est le plus grand mystère de tous. Cela pourrait être un tas de métal complètement dysfonctionnel qui passera la plupart du temps en maintenance, ou cela pourrait s'avérer être un porte-drone précieux capable de projeter sa puissance partout dans le monde. La vérité, c'est que nous ne le saurons pas tant que nous ne l'aurons pas vu en action. Et pour le bien de tous, nous espérons que cela n'arrivera jamais, compte tenu du renforcement militaire actuel des États-Unis. J'enregistre cet épisode, mais je ne suis pas sûr que cela soit très probable, les gars. Le porte-hélicoptère d'assaut chinois. Type 076, le Sichuan, qui est plus facile à prononcer que sa désignation officielle, a attiré beaucoup d'attention dans le domaine de la technologie militaire en raison de sa capacité à transporter des drones. Vous pouvez jeter un œil à notre vidéo récemment publiée à ce sujet pour en savoir plus. Mais en résumé, la Chine a complètement repensé le concept de base d'un navire d'assaut amphibie pour en faire un porte-drone et hélicoptère. Tout espace libre a été aménagé en hangar et atelier pour drones. Les câbles d'ascenseur sont en fibre de carbone et le lancement est magnétique, faisant de ce système le plus avancé pour aéronefs. Ce navire assure aussi toutes les fonctions d'un bâtiment d'assaut amphibie, pouvant accueillir plus de 1000 fusiliers marins et déployer des engins de débarquement.
Mais ce sont les drones qui le distinguent vraiment. L'un de ces drones est le Guizhou WZ-7 Dragon volant, un drone de reconnaissance aérienne. En théorie, il pourrait fournir des données de ciblage pour les missiles de croisière et anti-navires. Le Dragon volant, plus grand que la plupart des drones, peut pourtant décoller et atterrir sur le nouveau navire d'assaut chinois. Il en va de même pour le Hongdu GJ-11 épée tranchante, un drone de reconnaissance et de frappe de précision. Il peut transporter jusqu'à 2000 kg, 4400 livres, de charge utile interne. Ce drone lourd pourrait être lancé depuis le pont du Sichuan grâce à son système de lancement magnétique innovant. Ces deux drones sont conçus pour accompagner les hélicoptères embarqués et les engins de débarquement des fusiliers marins, surtout comme observateurs avancés pour les missiles et pour améliorer la connaissance de la situation. Le Sichuan est l'un des 3 seuls navires existants à utiliser la technologie de catapulte électromagnétique qui permet à de si gros drones de décoller depuis la piste du navire. C'est essentiel, car les drones, plus fragiles que les hélicoptères et avions pilotés, subissent moins de contraintes avec les catapultes électromagnétiques qu'avec celles à vapeur. Toute technologie a des inconvénients. Comme la plupart des politiciens et les tech bros, elle consomme beaucoup d'énergie et exige une tension stable, ce qui peut être problématique si vous gérez 1 millier de systèmes et d'opérations simultanément. Les aimants fonctionnent mal en milieu humide, l'humidité marine réduisant leur efficacité. L'essentiel c'est que les systèmes électromagnétiques demandent beaucoup d'entretien, et la plupart des commandants préfèrent éviter d'amarrer leur navire en combat pour la maintenance. Malgré tout, lorsqu'elle fonctionne, la catapulte électromagnétique est un excellent moyen de lancer de gros drones. Et si on compare cela à l'Iran, on peut voir la différence entre réellement accomplir quelque chose et prétendre en être capable, ce qui, en théorie, est presque impossible. À ce stade, un schéma se dessine. Aucun porte-drone n'est exclusivement dédié, même le navire portugais, pourtant le plus axé sur les drones parmi ceux évoqués aujourd'hui. Ils ont prévu de la place pour de petites embarcations d'attaque et des hélicoptères, essentiels pour les secours et les missions de sauvetage, plutôt que pour des centaines de drones déployés en essaim. La désignation de porte-drone indique que le navire est conçu, ou en Iran réaménagé, pour accueillir et utiliser des drones, mais pas uniquement. Et le dernier navire dont nous allons parler qui entre dans cette catégorie est la nouvelle et future classe de porte-avions britanniques, les porte-drones modifiés du Royaume-Uni. La Royal Navy ne prévoit pas pour l'instant de construire de nouveaux navires pour combler le manque de drones dans sa flotte. Elle a réfléchi à cette idée et conçu les navires de combat UXV à l'époque des warships, où tout rappelait Pyramid Head de Silent Hill, mais ce navire n'a jamais été produit. Ce qui se passe cependant, c'est la modernisation des 2 porte-avions de la classe Queen Elizabeth afin de les transformer en porte-avions capables d'accueillir des drones. Les 2 porte-avions de cette classe, le HMS Prince of Wales et le HMS Queen Elizabeth, sont des machines ultra-modernes. Comme l'a remarqué quelqu'un dans les cercles décisionnels, ils pourraient être améliorés en les rendant capables d'accueillir des drones. Le projet Ark Royal modernise 2 porte-avions en ajoutant des dispositifs d'arrêt et de lancement assistés pour permettre les opérations de drones. Au moment de la rédaction, 2 types de drones avaient déjà été lancés et récupérés avec succès, le Kinetic U Banshee Jet 80+, et le drone Mojave de General Atomics. Mais ce que la Royal Navy vise réellement, c'est le projet Vixen. Ce projet développe de nouveaux drones pour ces 2 porte-avions et teste les capacités de lancement et récupération des navires. À l'origine, des F-35 étaient utilisés avec la classe Queen Elizabeth en raison de la configuration STOVL du navire. Seuls ces avions de combat à voilure fixe pouvaient décoller d'une piste aussi courte et atterrir sans brin d'arrêt. Cependant, à un moment donné, quelqu'un a fait les calculs et s'est rendu compte que si quelques modifications étaient apportées au système de lancement, les 2 porte-avions de cette classe pourraient le transporter une charge utile plus importante. S'ils se contentèrent de passer aux drones, car les drones sont relativement plus légers que les F-35, le projet Vixen vise à installer des catapultes électromagnétiques, les mêmes que la Chine possède désormais sur 2 de ses navires à bord des 2 porte-avions de la classe Queen Elizabeth afin de permettre le lancement de drones. De plus, un nouveau drone est actuellement en développement en tant que système d'alerte avancé aéroporté dédié pour les porte-avions. Ce nouveau drone remplacera l'hélicoptère Merlin HM-2 Crow's Nest d'ici 2030. Et bien qu'on n'en sache pas beaucoup à son sujet, nous savons qu'il s'agira d'un aéronef à voilure fixe, sans pilote. Vixen devrait aussi servir à la surveillance, la guerre électronique, les frappes et le ravitaillement en vol, en plus de la reconnaissance. D'autres drones sont envisagés pour ces rôles. Bien qu'aucune donnée concrète ne soit disponible, la Royal Navy a utilisé le MQ-28 Ghost-Bat de Boeing comme exemple pour illustrer la taille de leur drone idéal lors de briefings. Le Ghost-Bat, conçu en Australie, sert au combat et comme allié fidèle, apportant un soutien aux avions de chasse pilotés.
C'est le deuxième drone au monde, après le Bayraktar Kızılelma turc, à avoir détruit une cible hors de portée visuelle. Si ces nouveaux drones secrets sont de cette catégorie, ils seront une force redoutable. Parmi les deux autres drones qui ont été testés avec succès sur les porte-avions de la classe Queen Elizabeth, le Kinetic Banshee Jet 80+, et le General Atomics Morave, ce dernier est beaucoup plus intéressant car il peut servir de drone d'appui aérien rapproché. Le Morave peut être armé de missiles air-sol, de miniguns et de plusieurs bombes, mais pas en même temps. Avec un poids maximal au décollage de 7000, livre soit un peu moins de 3200 kg et une envergure de 16 mètres, soit 52 pieds. Lancer ce drone est un défi, mais un défi que les deux porte-avions ont relevé. Sachant cela, il est possible que nous voyions bientôt divers drones à bord des deux destroyers de la classe Queen Elizabeth. Avec des drones d'attaque, d'appui aérien rapproché, de reconnaissance et de surveillance, appuyés par des drones armés en développement, cela forme une force redoutable. Véhicules aériens sans pilote, porte-avions adaptés aux drones et drones opérants depuis ces porte-avions, avec tout ce que cela implique pour la guerre. Nous pouvons affirmer une chose avec certitude après avoir examiné attentivement ces exemples. Le développement de porte-avions capables d'accueillir des drones et de drones capables d'opérer depuis des porte-avions est une tendance, et il est probable que de plus en plus de pays suivront cette voie. 3 questions demandent des réponses concrètes. En quoi les porte-avions pour drones diffèrent-ils des porte-avions classiques ? Comment les drones opérant depuis des porte-avions diffèrent-ils de ceux lancés et récupérés depuis la Terre ? Quel en sera l'impact sur la guerre navale ? Pour répondre à la première question, les porte-avions capables d'accueillir des drones n'ont pas besoin d'autant d'espace que les porte-avions conventionnels. L'absence d'humains à bord permet des conceptions plus petites et plus faciles à stocker. Cela reste lié à la même raison, même si ce n'est pas directement lié à la question. Les marines lancent des drones depuis de petits navires, sans besoin de longues pistes car ils sont plus légers. Les porte-avions accueillant des drones devront aussi prévoir plus d'espace pour leurs opérateurs. Bien que l'objectif final soit que tous les drones puissent en décoller, mener une opération et atterrir de manière totalement autonome, un opérateur doit être prêt à prendre le contrôle du drone à tout moment. Les missions nécessitant une précision totale, telles que les frappes ou l'appui aérien rapproché, ne seront sans doute pas menées de façon autonome. Les centres de commandement devront intégrer les opérateurs de drones, physiquement et dans leur structure. Enfin, le lancement des drones diffère de celui des avions pilotés. Certains nécessitent des plateformes de lancement, d'autres ont besoin de catapultes, et cela dépend du type de drone ainsi que de la longueur et de la conception de la piste. Dans tous les cas, les porte-avions qui utiliseraient normalement une méthode de décollage devront apporter des modifications pour accueillir les drones. Prenons la classe Queen Elizabeth comme exemple. Les porte-avions doivent passer du décollage court et atterrissage vertical aux catapultes électromagnétiques. Ils vont abandonner les F-35 et adopter de nouveaux drones, incapables de décoller ou d'atterrir sans catapulte ni brin d'arrêt. La différence entre les drones classiques et ceux adaptés aux porte-avions est plus complexe à déterminer. Comme nous assistons actuellement à l'apparition de la première génération de drones véritablement high-tech et spécialement conçus pour les porte-avions, la plupart d'entre eux ne sont encore qu'en phase de test à ce stade. Alors que la majorité des drones aujourd'hui lancés depuis des porte-avions ne sont en réalité pas spécifiques aux porte-avions, un défi lié au dernier point de la question précédente est que les drones capables d'opérer sur porte-avions devront pouvoir décoller et atterrir sur des pistes très courtes. Les États-Unis testent divers drones depuis plusieurs types de navires pour identifier lesquels s'adaptent le mieux à chaque classe de bâtiment. En décembre 2025, Lucas, un drone kamikaze, a été lancé pour la première fois depuis le pont d'envol de l'USS Santa Barbara, un navire de combat littoral. La taille et la propulsion et le lancement facile de Lucas permettent en théorie son lancement depuis un navire bien plus petit. Tout cela pour dire que ce sont les porte-avions qui font le plus gros du travail ici. Ce sont eux qui devront effectuer la majorité des adaptations pour accueillir les drones à bord et non l'inverse. Et enfin, quel impact cela va-t-il avoir sur la guerre ? Eh bien, cela pourrait rendre certaines personnes un peu trop promptes à appuyer sur la gâchette. Puisque les drones sont capables de remplacer efficacement les avions pilotés dans certaines situations, il est possible que les commandants de certaines forces militaires hésitent moins avant d'ordonner une attaque. Après tout, si un drone est abattu, personne ne meurt. Nous allons probablement aussi voir une force largement non habitée en 2022. Au symposium de l'association Tailhook, des responsables militaires ont annoncé que la marine américaine vise au moins 60% d'aéronefs sans équipage dans son groupe embarqué d'ici 2045. Un partenariat homme-drone, comme le programme Loyal Wingman, pourrait se former, tandis que les groupes de porte-avions s'affronteraient à plus grande distance. En raison de la crainte des frappes de drones à longue portée, il est peu probable que les drones remplacent totalement les avions pilotés. Mais pourquoi risquer la vie d'un pilote si la même mission peut être accomplie par un appareil autonome ?
De même, les drones ne remplaceront jamais totalement les hélicoptères ou les unités de débarquement sur les navires d'assaut amphibies. La précision d'un pilote humain est nécessaire pour certaines tâches, comme celle de soldats au sol pour contrôler un territoire. Les drones ne remplaceront pas les soldats humains à cet égard, cependant ils deviendront une réalité quotidienne. Même avec l'infanterie de marine, la dépendance aux drones pour reconnaissance et appui aérien va s'accentuer. La reconnaissance sera aussi bien plus facile qu'actuellement. En plus du renseignement et de la surveillance, notamment pour des pays comme la Turquie dotés d'une réserve apparemment inépuisable de drones, le concept de vaisseau mère va aussi se répandre dans l'aviation. Airbus a déjà prévu de créer un transporteur aérien déployant des drones plus petits depuis les airs. Si l'idée passe de la planche à dessin à la réalité, ce sera une nouvelle méthode de déploiement de drones. L'essor des porte-drones pourrait aussi entraîner plus d'attrition et de pertes humaines. Les drones, peu coûteux et simples d'utilisation, tuent et détruisent facilement. Il est moins cher pour un porte-drone de lancer 24 drones suicides que d'envoyer 2 F-35 pour une frappe. Avec cela à l'esprit, nous pourrions entrer dans une ère de guerre sans précédent. Merci d'avoir regardé.